Josiane, merci beaucoup d'être là. Merci Stéphanie. Je suis vraiment contente que tu sois mon invitée cette semaine. C'est bizarre parce que la semaine passée, on était ensemble. On était dans un golf cart, on est allé boire un cacao ensemble, on était à Puerto Viejo et là, moi, je suis au Québec. Toi, tu es au Costa Rica. Fait que ça me fait du bien de te voir. C'est comme si je me sens encore en voyage grâce à toi aujourd'hui. Fait que merci d'être là. Puis, écoute, il y a plein de choses que j'avais le goût de te parler quand on s'est rencontrés parce que c'était la première fois qu'on se voyait, nous, puis on s'est mis à se raconter notre vie, puis ça a vraiment cliqué, toi et moi. J'ai comme eu un coup de foudre pour toi parce que je trouve qu'on a tellement de choses en commun, une histoire qui se ressemble et il y a plein de choses que je me suis dit, hey, j'ai pas eu le temps de parler de ça avec Josiane. On n'a pas eu le temps de parler tant que ça de cacao, de sensualité, d'alimentation intuitive. Fait que je me suis dit, on poursuit la conversation ensemble aujourd'hui. Mais avant, ce que j'ai envie, comme notre histoire se ressemble, je pense que les deux, on est arrivés à un moment dans notre vie où est-ce qu'on avait besoin de dévoiler qui on est. C'est comme si on avait l'impression de faire des choses qu'on aime, mais à quelque part, il manquait quelque chose. J'aimerais ça que tu me parles de ce moment-là où tu as eu ce désir de peut-être, ben, pas changer ton identité, mais dévoiler qui tu es un peu plus. Merci. Je dirais que c'est quelque chose que je ressentais depuis un certain moment, mais qui est devenu vraiment évident il y a 5 ans, quand je suis venue passer 10 jours de vacances à Puerto Viejo, de Talamanca au Costa Rica, où je suis en ce moment. En fait, c'est drôle, aujourd'hui, on est le 7 avril, puis je suis arrivée le 9 avril, donc 5 ans quasiment juste jour pour jour. Puis, je suis venue ici juste après mon 33e anniversaire, date un peu symbolique, le chiffre 33, un peu la mort, la résurrection. Puis pour moi, ça a été un peu flagrant quand je suis arrivée ici de voir qu'il y avait une autre vie qui pouvait s'offrir à moi, que on dirait qu'en étant en plein milieu de la nature, j'ai compris un petit peu plus ma vraie nature. Euh, J'avais soif d'apprendre, de découvrir, de jouer, on dirait, de créer. Puis j'étais dans un cadre, quand je vivais à Montréal, je travaillais en publicité à temps plein à cette époque-là en agence, puis c'était très cadré. J'aimais ce que je faisais, mais il n'y avait pas beaucoup de place à mes couleurs, en fait, de sortir. Quand je suis arrivée donc en vacances dans la jungle, j'ai vraiment fait oh wow, ok, je pense que il y a quelque chose que je suis supposée, en fait, que je suis venue comprendre ici, euh, qu'il faut que j'explore. Puis après ces 10 jours-là, je suis retournée à Montréal, puis j'ai décidé de changer de vie, en fait, de quitter ma job, de vendre mon condo, puis de venir m'installer ici, puis de je pensais à l'époque que j'étais venue m'installer pour vivre une relation amoureuse qui avait commencé durant mes vacances, mais j'ai compris que c'était autre chose, que j'étais venue créer une relation avec moi-même. Ça Hmm. a été un long processus, mais ça a été une découverte petit à petit. J'ai commencé à me dater, en fait, puis à découvrir qui j'étais vraiment sans me cacher. C'était vraiment une belle transformation. Moi, je te comprends, c'est drôle parce que je suis arrivée, tu sais, à Puerto Viejo, puis j'ai eu un peu cette sensation-là. C'est comme si je me suis dit, c'est plus moi qui ai le contrôle sur ma vie, c'est la nature. C'est comme si, des fois, on essaie de contrôler, puis tu sais, à Puerto Viejo, ce que j'aime, c'est quand il pleut, il pleut. Fait que si tu avais prévu d'aller à tel endroit, c'est plus ça. C'est comme si, dans le fond, ton rythme est en fonction du rythme de la nature, puis c'est ce que j'aime vraiment de cet endroit-là, mais c'est difficile à expliquer quand t'es pas allé. Fait que, tu sais, les gens qui écoutent, mettons, le podcast sont comme, waouh, ça a l'air magnifique. Justement, je pense que mes auditrices le savent qu'il y a quelque chose peut-être qui s'en vient pour moi là-bas, que je dévoile pas tout, que toi, tu sais, Josiane, en exclusivité, mais que j'aimerais amener des clientes là-bas parce que c'est un endroit magnifique. Mais quand tu me dis, je me suis découverte dans la jungle, j'ai eu des prises de conscience. Quel genre de prise de conscience? Parce que là, tu es en voyage, puis là, tu arrives à Montréal, ciao, tu changes de vie. C'est des méchantes prises de conscience. Ouais, en fait, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui avait grandi, qui avait décidé de prendre un petit peu plus de place. Puis quand je suis retournée dans la vie que j'avais avant mes vacances, j'ai tout fait. Tu sais, même mon condo, j'avais trop de murs. C'était une boîte. Donc, à partir du moment où on grandit, on rentre plus. C'est comme si on rentre plus dans nos vêtements. On rentre plus dans le cadre qu'on avait avant. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu sais. Puis, Puerto Viejo, t'en as parlé, mais pour moi, on dirait que c'est un lieu qui n'existe pas géographiquement. On dirait que c'est plutôt un espace, comme un space, qu'on dit en anglais, non a place. Euh, c'est un endroit où il y a une énergie qui ne se décrit pas super bien, mais qui se vit.
Puis quand on est ici, on peut plus porter le masque. En fait, on est vraiment face à nous-mêmes, à un miroir. La nature nous reflète qui on est. Il y a une reconnexion avec notre nature un peu plus aussi animale à l'intérieur parce qu'on n'est pas dans la jungle, dans la nature, on est la nature. Fait que ça a été pour moi cette compréhension-là de d'où je venais, que je fais partie de cette nature-là et non, ah ben je vais aller passer un week-end en nature cette fin de semaine. Ouais. Je suis partie de ça. Moi, j'avais jamais été exposée tant que ça à la nature. J'avais toujours vécu en ville. D'avoir compris ça, que je suis la nature et que je dois aussi changer selon les cycles, les saisons, puis de vraiment suivre ça. Ces vagues-là, ça a complètement changé la façon que je vis et que je suis, en fait. Hey, ça me donne les larmes aux yeux. Honnêtement, j'ai l'impression, puis là, je suis émotive cette semaine parce que je viens de revenir au Québec, mais j'ai vraiment un moment qui vient de remonter à la surface que quand je suis rentrée, j'étais à Playa Chiquita, je suis rentrée comme dans le bois, puis ben, dans le bois, en tout cas dans un petit sentier. Puis quand je suis rentrée dans le sentier, sérieusement, j'ai vécu un gros moment de ultra conscience où est-ce que en un instant, c'est comme si je captais tous les sens. Tu sais, les oiseaux, je voyais tout. C'est comme si tous mes sens s'étaient aiguisés en un instant. Puis ça faisait 10 minutes que j'étais arrivée. Fait que, tu sais, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment comme ça que je me sentais. Je suis rentrée là. C'est comme si tout ce qu'il y avait dans ma tête s'était éteint, dans le sens toutes les pensées qu'on a, les stress, tu sais. Et là, j'étais juste consciente, vraiment, euh, avec mes sens super aiguisés, comme un animal, hein, de tout ce qui se passe autour de moi. Et là, je me suis mis à pleurer. J'ai probablement libéré de quoi? Puis, ça a été ça ma rencontre, moi, avec l'endroit. Fait que si ça, Mm. c'est difficile à expliquer, mais je pense qu'on est capable quand même de l'expliquer pour que les gens comprennent comment on s'est senti. C'est particulier, mais après, tu fais comme wow. Tu sais, après, je me suis mis à écrire, puis après, il y a des choses qui se sont mises à sortir, puis notre vie a changé, puis tu sais, notre vie a changé en peu de temps. C'est fou, hein? Puis ça, on peut le vivre quand même, pas juste, tu sais, dans cet endroit-là, un peu partout, hein, dans le monde, mais ça demande une écoute aussi de soi, puis un genre de lâcher prise et d'accueil de ce qui vient. Des fois, on n'est pas toujours prête à recevoir les messages. Fait qu'il y a quelque chose de Mm. beau là-dedans. Fait que tu me parles de ça, puis ça me ramène exactement au moment quand je suis arrivée. Ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est ça ici, en fait, c'est plus facile parce que c'est un vortex, on dirait, énergétique. Donc, on y va plus rapidement. Mais ce que tu as parlé des sons, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que des fois, moi, je suis ici puis j'ai l'impression que je suis high. Comme je suis dans un autre état de conscience, on dirait, puis je comprends pas nécessairement pourquoi, parce qu'il n'y a pas de substance impliquée. C'est juste de sentir, puis là, c'est tout le corps qui vient avoir comme des sensations, des frissons, puis ce que tu as dit que tu sentais les cinq sens beaucoup plus aiguisés, ça nous ramène un peu à l'animal que je parlais tantôt. Le fait de vivre ici ou dans la nature, ça rend les sens beaucoup plus fins, beaucoup plus chers, beaucoup plus aiguisés. Puis de vivre, c'est des choses que j'enseigne, en fait, souvent même dans les programmes de coaching que je fais avec les femmes ou dans les expériences culinaires que je facilite, c'est vraiment d'apprendre à vivre avec les cinq sens, de reconnecter avec chacun d'entre eux. Donc souvent, dans notre quotidien, on est plus porté à vivre dans notre tête, avec notre mental ou même avec le sens de la vue uniquement, pratiquement. Donc, quand on travaille à l'ordinateur, par exemple, ou on est surstimulé avec la vue en regardant l'écran, en regardant les nouvelles, les médias sociaux. Quand on se ramène à juste le toucher, sentir les sensations de l'air sur notre peau, les sons, l'odorat, quand on ouvre tout ça, ben non seulement on crée des nouvelles connexions neuronales, mais on rend chaque expérience beaucoup plus puissante, beaucoup plus magique. Ça nous permet de rentrer dans le corps. Tu sais, les enfants ont cette capacité-là d'être dans les cinq sens, en fait. Puis souvent, après ça, ils sont conditionnés à être plus dans leur intellect, dans leur pensée. Mais quand on se permet de rentrer dans ces sens-là, puis d'aborder tout ce qu'on fait avec les cinq sens, c'est ça crée de la magie, en fait. Et on a l'impression de vivre notre vie. Puis c'est ça que Oui. je trouve vraiment important. Je faisais une formation récemment sur le temps, puis la façon que le cerveau perçoit le temps. Puis il y a quelque chose là-dedans, tu sais, des fois, on a l'impression que la vie va vite, que on profite pas assez. Bien, souvent, quand on est dans un mode très mental automatique,
on a l'impression de passer à côté du temps. Alors que quand on est en train de vivre des expériences, comme tu dis, culinaires, voyages, peu importe, puis qu'on les vit pleinement, le temps va vite quand même parce qu'on apprécie, mais en même temps, on a l'impression de vivre à fond notre vie. Puis c'est ça Mhm. qui, je trouve, est vraiment magnifique dans ce que tu dis. Puis tantôt, tu parlais de aïe. Puis là, je vais prendre ton mot aïe parce que tu dis, on a l'air aïe, mais on n'est pas aïe. Mais tantôt, quand on s'est parlé, tu me disais que ça te donnait un peu cet effet-là, des fois, le cacao, quand t'en prenais. Fait que je veux que tu me parles de ton histoire d'amour avec le cacao parce que ça fait partie de ton univers. Moi, je t'ai connue grâce à ça sur Instagram, puis ça m'a tout de suite donné envie de tester ça parce que c'est pas juste du chocolat, là. C'est vraiment beaucoup plus que ça, là. Ah ouais, puis en plus, on s'est rencontrés physiquement par hasard dans le café où je vais souvent prendre un cacao, puis tu m'as reconnu, donc ça, je trouve ça fascinant, les synchronicités. Le cacao, j'ai découvert cette chose magique il y a 5 ans, justement, quand je suis arrivée à Puerto Viejo. Moi, je n'étais pas très fan de chocolat à la base. Puis, on me parlait du cacao comme étant euh, quelque chose qui était comme, justement, tu sais, est-ce que ça te tente de faire une cérémonie de cacao puis d'être high sur le cacao? Puis, ben, voyons, être high sur le cacao. Je suis pas très portée vers les drogues, disons. Puis, ben, je comprends pas, mais ça m'intrigue. Puis quand t'es en vacances, t'es game d'essayer des choses. Puis j'ai compris qu'en fait, c'est pas un high, là, mais c'est plus comme un état de félicité, de bliss. Donc, le cacao, c'est vraiment ce qu'on va, disons, découvrir ici, là, à Porto Viejo, comme l'arbre Théobroma cacao pousse partout. C'est la substance, en fait, la fève qui est non transformée, qui va être seulement fermentée et mise en beurre, en fait. Donc, c'est vraiment un cacao qu'on va utiliser qui va être de grade cérémonial, cru, non rôti, avec aucune substance ajoutée. Donc, ce qui se passe avec ça, c'est que non seulement c'est un seul ingrédient, qui est la fève bio, juste mis en beurre, non transformée, mais aussi, comme elle n'est pas transformée, c'est toute l'énergie vitale de l'arbre qui est dedans. Donc, quand on pense à du chocolat qu'on mange, ou même si on pense qu'on prend du chocolat 95% à la maison, c'est une substance reconstituée avec la poudre de cacao de telle origine, du beurre de cacao de telle origine, parfois de la lécithine de soya ajoutée à ça avec du sucre. Donc, c'est un produit transformé. Ça vient de plusieurs pays différents, puis ça a été fait souvent en usine. Ici, c'est fait artisanalement, puis avec l'intention, puis chaque personne qui touche le cacao, il met son énergie. Donc, on peut s'imaginer à quelque chose de vraiment puissant. Donc, ce qu'on voit, c'est non seulement les composantes phytochimiques du cacao qui permettent d'être dans un état d'euphorie, de félicité, de joie, grâce à la sérotonine, du magnésium, le tryptophane, et bon, il y a plein d'ingrédients vraiment fun là-dedans, mais aussi de toute l'énergie vitale de l'arbre et des gens qui ont travaillé dessus. Donc, euh, le cacao est venu croiser mon chemin quand je suis venue ici en vacances. Puis je pense que c'était essentiel parce que j'étais une personne qui était constamment dans ma tête avant. Tu sais, je faisais du café, je travaillais, j'étais dans la performance. Le café est un stimulant du système nerveux, donc il va vraiment aider à faire travailler la tête puis à nous garder à travailler, tu sais, notre 9 à 5, disons. C'est pas un hasard pourquoi les gens boivent tous le café. Le cacao fait sortir de la tête, c'est un stimulant du système cardiovasculaire. Donc, il fait vraiment travailler le cœur. Il augmente toute l'oxygénation des cellules, il augmente la circulation sanguine et nourrit le chakra du cœur. Donc, il permet vraiment une ouverture ailleurs que dans la tête. Ça, c'est surprenant quand c'est la première fois que quelqu'un voit ça, c'est qu'on s'attend pas. C'est ça le petit high, en fait, on s'attend pas à cette sensation-là parce qu'on n'a pas l'habitude de rentrer dans le cœur. Mm. C'est aussi aphrodisiaque, ça détend tous les muscles. Donc, c'est vraiment puissant pour quelqu'un qui est habitué à rester dans sa tête. Puis là, ça vient créer des changements dans le corps, autant au niveau cellulaire qu'au niveau énergétique. Puis pour moi, ma transformation a été en parallèle avec la consommation de cacao de façon régulière. Donc, je l'ai vraiment utilisé comme outil pour m'aider à voir un peu dans quelle direction aller en fonction de mon cœur et non en fonction de ma tête. Ouais, puis des fois, on s'imagine, en tout cas, moi, j'en avais jamais vraiment vu. C'est drôle parce que j'ai fait des cérémonies de cacao virtuelles sans cacao, ironiquement, tu sais. Puis il manquait quelque chose, clairement, tu sais, pour aller chercher cette espèce de high, comme tu parles. Puis quand je suis arrivée au Costa Rica, ben, je savais que, tu sais, surtout dans ce secteur-là, je me disais, ah, OK, il faut que j'essaye. Mais tu sais, moi, dans ma tête, je m'imagine un chocolat chaud, tu sais, tu comprends? Je m'imagine un chocolat chaud traditionnel, mais c'est vraiment pas ça.
C'est vraiment pur, c'est bon, là. Moi, quand tu me fais goûter à ton préféré, j'ai fait Oh my God, il y a quelque chose, tu sais, ça ouvre. Ouais, puis il y a aussi le fait qu'il y a quelque chose qui englobe ça. Tu sais, tu parles. Moi, je trouve ça beau. C'est comme une connexion directe avec la nature. Il n'y a pas de transformation. Les humains en arrière, toute l'histoire, ça apporte quelque chose de vraiment beau. Et je veux que tu me racontes, en fait, ta première cérémonie de cacao parce que clairement, ça a changé ta vie. Aujourd'hui, tu l'enseignes. Donc, je veux savoir ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là. Euh, Je sais pas laquelle nommer la première. La première est un peu intime. La première cérémonie non officielle, en fait, c'est quand j'étais venue en vacances ici, puis j'ai rencontré mon ancien copain, une fabuleuse date Tinder. Puis il m'a proposé comme date, parce que, tu sais, il essayait un peu à chaque jour. Puis finalement, je n'étais pas si intéressée. Puis finalement, il me dit, bon, viens chez moi, on va prendre un cacao ensemble. Il y avait du cacao du Guatemala, puis on va faire un Heart Opening Cacao Yoga. Donc, il était prof de yoga. On va faire une séance de yoga précédée d'une cérémonie de cacao. Ah, c'est vraiment excitant. On m'avait jamais proposé une date comme ça. Je suis sûre que ça fait C'est quand changement même une pas pire date Tinder, ça. ça fait changement d'un verre de vin dans un bar, tu sais, puis super, tu sais, puis je m'attendais pas à ça. Donc, c'était la première fois que je buvais vraiment un cacao de grade et de quantité, en fait, cérémoniale, donc une quantité vraiment forte. Puis, donc, on a pris le cacao, il a guidé la cérémonie, puis après, on a fait le yoga qui est guidé, puis en plus, la séance de yoga était désignée pour ouvrir le cœur, donc, combiné avec le cacao, c'était vraiment puissant, puis j'ai vraiment senti que je suis sortie de ma tête durant ce moment-là. Donc, j'étais plus en train de penser à ah, je le reverrai pas de toute façon, je retourne au Québec, ou ah, il y a telle chose chez lui ou ah, j'ai telle peur. Ça m'a permis vraiment de rentrer dans le moment avec lui, puis de connecter. Puis à partir de ce moment-là, on a commencé vraiment notre relation. Les Hmm. deux, en fait, parce que lui aussi, les deux, on avait des blocages, puis les deux, ça nous a connectés au même endroit. Donc, ça a été vraiment intéressant dans une dynamique de commencer une relation. Et que ça, c'était la première non officielle. Puis sinon, quelques mois après, je suis allée à une cérémonie cacao vraiment officielle organisée par Cacao Magic Costa Rica, qui sont des amis producteurs de cacao, qui à l'époque vivaient juste à côté ici. Puis ça a été vraiment, 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 vraiment marquant, là. Une petite cérémonie de 3 heures le soir. Arrive là à jeun, donc de 7 à 10, dans un temple, dans une forme, tu sais, un peu conique, tout pour faire concentrer l'énergie, avec une dose, tu sais, 30-40 grammes de cacao, pur, avec des chants, avec du mouvement. Ça a été tellement puissant, je suis rentrée chez moi, puis j'ai pas dormi de la nuit. J'ai eu un instinct créatif, des visions, tout mon corps était comme excité, en fait. C'est comme si les parties de mon corps que j'entendais pas habituellement ont été sollicitées. Donc ça a été comme ça. Puis après ça, je suis allée à plusieurs. Puis là, ben, maintenant, j'en organise. Dont hier, j'en avais une. Puis c'était vraiment spécial aussi. Hey, ça donne envie, en tout cas. Ça donne envie. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut faire peur, mais en tout cas, moi, ça me donne envie. Mais peut-être qu'il y en a qui se disent, mais voyons donc. Ça se peut aussi. Mais en même temps, justement, je pense que c'est ça qui est beau avec le cacao, c'est qu'il y a une espèce de lâcher prise du mental. Donc, même si tu arrives avec des peurs, si c'est la première fois que tu vis ça, si tu te mets vraiment à fond dans l'expérience, puis que ça va être extraordinaire, ce qui va ressortir. Ouais, ouais. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'on peut pas contrôler. C'est là qu'il y a une résistance. Des fois, il y a une peur de qu'est-ce qui va se passer. Et puis là, il y a toujours la question, mais qu'est-ce qui se passe dans une cérémonie cacao? Ben, on ne sait pas parce que c'est pas encore arrivé. Puis le cacao va réagir différemment chez chaque personne, puis il va réagir différemment selon le moment. Donc, moi, il ne me fait pas réagir pareil à chaque fois. Puis dans le groupe, dans le fond, ça va avoir une action différente. Donc, ça se peut que pour une personne, la personne ait envie de s'allonger puis de se calmer, puis l'autre soit très énergisée puis ait envie de danser. Ça vient de la propriété adaptogène du cacao qui va vraiment moduler son action dans le corps selon ce que le corps a besoin à ce moment-là. C'est toujours parfait, en fait, ce qui se passe. Est-ce que les cycles et les lunes peuvent avoir un impact sur justement les cérémonies de cacao qu'on s'apprête à vivre? Ouais, j'imagine, hein? Forcément, en fait, les cycles et les lunes ont un impact surtout, ne serait-ce que tu sais, la lune a un effet immense sur l'eau, sur les marées, mais sur l'eau, puis comme on est fait principalement d'eau, ça a un impact déjà en partant sur notre corps, sur nos émotions. Les émotions sont beaucoup associées à l'eau.
Puis, le cacao est aussi servi dans l'eau. Donc, c'est vraiment le cacao est transformé de la fève mis en pâte, mais est après ça intégré dans l'eau chaude. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à absorber que si on le prenait en solide. Puis, c'est certaines constituantes dans le cacao qui sont solubles dans l'eau. Donc, ça va permettre leur absorption. Puis le fait que l'eau, on ne prend pas de l'eau non plus quelconque, ça va être soit de l'eau de source, l'eau qui va être, comment je pourrais dire, blessed, en fait, mis avec des intentions avant. On peut mettre des cristaux dans l'eau avant. Euh, donc, tout ça, en fait, avec les cycles lunaires, l'énergie qui se trouve dans le moment va avoir un impact. Donc, souvent, on va faire des cérémonies à la nouvelle lune ou à la pleine lune pour bénéficier de ces énergies-là. C'est vraiment wow. Puis je dis ça comme ça aux auditrices, mais c'est sûr qu'à un moment donné, moi puis Josiane, on va finir par en organiser une ensemble. En tout cas, je lance ça dans l'univers. Mais j'ai envie de parler de sensualité parce que, ben, en tout cas, dans ce que tu me racontes, ta première expérience non officielle a ouvert une porte sensuelle. Même si on l'a pas dit, il y a quelque chose là-dedans qu'on a compris. Donc, quand est-ce que ce besoin-là d'explorer au niveau du corps, parce que j'en ai parlé beaucoup, moi, dans les derniers podcasts, quand j'ai travaillé sur mon énergie, tu sais, féminine, beaucoup ce que je réalisais, c'était que j'étais pas dans mon corps, puis que la sensualité, c'était pas quelque chose qui était vraiment connu dans ma vie, tu sais, c'était pas quelque chose que, tu sais, quand tu apprends à travailler fort, travailler dur, on dirait que tu oublies cette partie-là de toi, puis pourtant, quand on remonte à plusieurs années, moi, je dansais la salsa, j'ai été prof de danse, tu sais, puis c'est comme si j'ai perdu, parce que je l'avais, cette partie-là, mais je l'ai perdue avec les années. Toi, comment ça s'est passé, cette connexion ou reconnexion à la sensualité? Euh, je veux juste dire avant que non seulement on vient de la même ville, mais les deux on danse la salsa. Donc, j'ai vraiment l'impression que je passe un miroir en ce moment. Euh, ben, je pense que j'ai toujours eu un peu ça en moi, mais c'était dormant. Parce qu'en étant constamment dans ma tête, en travaillant, tu sais, j'avais quand même choisi un métier, malgré qu'il était créatif, comme directrice artistique, c'était très intellectuel. Tu sais, je design des sites web, je fais encore ça à temps partiel. C'est très, ça demande beaucoup de réflexion mentale. Ça nous sort un petit peu du corps. Donc, je faisais la salsa le samedi et le dimanche, 2 fois par semaine à Montréal pour justement aller chercher ça. Puis, dans ma façon de cuisiner, ça a toujours été quand même assez sensuel. J'ai quand même étudié en art au cégep. Donc, pour moi, puis quand j'étais jeune, j'étais très dans les sens. Donc, c'était là, c'était dormant, puis ça l'a ressorti, je dirais, en début de pandémie. Parce que là, c'est devenu vraiment comme un problème, en guillemets, en étant pris. Là, j'étais à Montréal à ce moment-là, dans un 2,5. Je venais de me réinstaller en appart à Montréal. J'étais seule dans un 2,5 à travailler puis à étudier. Oh, wow, OK. Là où j'allais chercher ma sensualité ailleurs, je peux plus aller la chercher ailleurs. La salsa n'existe plus. J'ai plus de contact humain. Euh, donc, c'est là que je suis vraiment tombée dans l'exploration de la sensualité et de la sexualité sacrée. Je me suis mis à écouter des podcasts au sujet, à faire de la danse chez moi. Je me suis acheté un super gros miroir. Puis à juste danser, à explorer mon corps, à manger les yeux fermés, à mettre des playlists un peu plus sensuelles, à prendre des bains. Oui, j'ai vraiment mis le paquet pour compenser ce que j'avais perdu avec le fait de devoir être coupée du monde extérieur. Le coloriage, l'art, toutes ces choses-là que je faisais enfant sont revenues, jouer avec la nourriture. Donc, ça a vraiment été une exploration sensuelle qui a duré plusieurs mois seule à la maison, que j'ai senti le besoin d'aller pousser encore plus loin. Puis après ça, quand on a recommencé à être plus social, puis j'ai commencé à cuisiner dans les retraites, j'ai décidé d'intégrer ça dans ma façon de non seulement de cuisiner, mais de servir la nourriture. Donc, je me suis rendu compte que c'est un besoin que plusieurs personnes avaient. Donc, je cuisine dans des retraites pour femmes, puis j'ai commencé à guider des soupers sensuels ou sensoriels, tout dépendant du niveau de profondeur où on veut aller. Donc, de vraiment d'amener les femmes à découvrir la nourriture avec les 5 sens, à avoir les yeux bandés, à écouter la musique, à toucher. Donc, je les fais manger avec leurs mains pour qu'ils goûtent et touchent vraiment les sensations, de prendre leur temps, de bouger le corps en même temps. Donc, c'était vraiment une autre façon de faire. Puis donc, c'est quelque chose que j'essaie d'amener de plus en plus dans tout ce que je fais dans mon travail. Et le cacao aide aussi ça parce que le cacao a un côté aphrodisiaque qui amène beaucoup dans le corps. Donc, c'est un peu un précurseur à toute cette sensualité-là.
Et on se cachera pas, ben, il y a deux affaires, je trouve ça super intéressant, ben, plein d'affaires en fait, mais on se cachera pas que la société dans laquelle on peut vivre peut couper la libido. En fait, c'est qu'à un moment donné, tu es tellement dans l'action, puis tu sais, même moi, quand j'ai commencé, mettons, à travailler avec mon chum, au début, on est tout le temps dans l'action, tout le temps en train de parler de job. C'est difficile à un moment donné de faire comme wow, tu sais. Ça demande, puis ça demande une certaine discipline d'explorer ce côté-là, comme tu l'as fait. Tu t'es dit, c'est pas juste j'ai envie de retrouver ma sensualité. C'est je vais mettre des actions pour pouvoir y arriver. Fait que tu as besoin de ton énergie masculine pour reconnecter à ton féminin, dans le sens que tu as pris ton bain, tu as dansé, tu as mis des playlists. Tu sais, il y a beaucoup cette espèce de pensée magique que moi, j'ai envie de me reconnecter à ma sensualité, mais je travaille 80 heures semaine, puis, tu sais, fait qu'il y a comme, c'est important de mettre des actions en place quand même concrètes si on veut arriver à retrouver, je pense, cette douceur-là. Puis des fois, dans le monde dans lequel on vit, on prend pas le temps. C'est vraiment intéressant que tu amènes ce sujet-là. C'est d'ailleurs le sujet du contenu de la dernière session que j'ai coachée dans mon expérience Blossom, que j'ai pour femmes. C'était sur le désir, en fait, le désir sexuel, l'énergie sexuelle, la libido. Puis, j'expliquais que souvent, la libido, en fait, c'est une question de contexte. On pense que c'est lié aux hormones. Donc, souvent, on va mettre la faute sur nos hormones. J'ai un déséquilibre hormonal, je suis dans ma ménopause ou peu importe. C'est se justifier. En fait, oui, les hormones contribuent, mais c'est surtout une question de contexte. C'est important que chaque personne se responsabilise pour créer un contexte qui va générer un désir sexuel. Ça, ce que ça veut dire souvent, c'est que c'est un contexte qui va entraîner du plaisir. Le plaisir va être précurseur au désir. Plus on vit dans le plaisir, puis non, j'ai dit ça, puis j'ai l'impression que mon corps shake parce que je sens toutes sortes de blocages, de croyances du passé, de le plaisir, faut pas aller là trop. Mais non, mais plus on vit dans le plaisir, puis même dans nos sens, dans notre sensualité, donc dans les cinq sens, plus on va augmenter notre désir sexuel. Ça devient comme une conséquence, en fait. Donc, c'est important de venir créer des contextes. Dans le fond, chacun va avoir son contexte spécifique qui va amener là. Moi, la danse m'amène beaucoup là, d'ailleurs. Les aliments, la nourriture, la nature. Tu sais, dans la nature, ça me donne envie de faire l'amour à la nature. C'est incroyable. Euh, puis, voyons, j'avais autre chose à dire par rapport à ça. Je suis partie dans la nature. Ouais, ouais, par rapport, je parlais aussi de la société des fois qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à se mettre dans le mood, ou je parlais des actions Ouais, aussi à mettre en place pour pouvoir se connecter à cette partie-là. exact, exactement. Mais souvent, c'est ça dans la société. On est vraiment, l'énergie monte vraiment dans la tête, dans le mental. La performance, l'efficacité, la productivité sont encouragées. Les femmes, même, parce que je travaille beaucoup avec des femmes, les femmes, pendant toutes les dernières années, les dernières décennies, on a essayé d'aller vraiment faire valoir nos droits, mais on a essayé d'être dominés comme des hommes. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est être égal. On veut pas être en fait égal en termes de hiérarchie. On veut pas être identique. On n'est pas comme des hommes. Les femmes, notre centre énergétique, notre centre gravitationnel énergétique se trouve plus dans notre bassin, dans notre ceinture pelvienne. Parce que les femmes sont faites d'ailleurs pour créer la vie ou créer tout ce qu'elles ont envie de créer, en fait. Ce qui fait que lorsque les femmes, on amène toute notre énergie dans notre tête, en travaillant avec notre mental, il en reste plus au niveau de notre ceinture pelvienne, de nos organes reproducteurs, de notre utérus, dans notre chakra sacré, pour venir explorer le plaisir. Donc, c'est super important de venir travailler ça, différentes pratiques, le cacao aide ça, le mouvement intuitif, l'art va venir travailler ça, pour venir créer du plaisir, ramener l'énergie vers le bas, retourner dans le corps, puis stimuler le désir sexuel. Puis je pense aussi que des fois, ce qui empêche ça, c'est la honte qu'on peut ressentir à ne pas avoir cette libido-là ou à se comparer. Tu sais, des fois, dans des soupers de filles, autant qu'on peut être bienveillante et tout ça, autant que des fois, c'est hey, mais non, t'as pas de libido, toi, mais là, moi, tu sais, moi, j'ai un appétit, puis là, on se compare, puis là, après, on a honte, donc on n'en parle pas, donc le problème ne se règle pas. Tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose là-dedans. Puis, tu sais, je pense que la sexualité féminine, on n'en parle pas beaucoup, là. Tu sais, on en parle de plus en plus si on prend le temps d'écouter les podcasts, les gens qui s'en intéressent, mais c'est pas encore un sujet qui est encore très populaire selon moi, là. Mm. Ouais, mais c'est important de comprendre qu'on est toutes différentes aussi.
Puis il y a un livre super fascinant sur le sujet qui s'appelle Come As You Are de Emily Nagoski, qui parle beaucoup de l'aspect scientifique autour de la sexualité, que justement, on a toutes les mêmes parties, mais qui sont toutes organisées différemment. Donc, c'est normal que nos désirs sexuels soient différents. On a tous dans notre système nerveux des freins au désir sexuel, des accélérateurs au désir sexuel, un peu comme une voiture, l'accélérateur, les freins et le break à bras. Donc, c'est important de reconnaître ce qui va venir nous freiner notre désir sexuel, qui va venir l'accélérer. Puis, ensuite de ça, il y a du désir sexuel qui va être vraiment spontané. C'est pas tout le monde qui a ça, donc du désir qui va venir par anticipation à une situation, mais la plupart des femmes, souvent, on va être dans le désir réactif. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des choses sexy qui se passent avant qu'on soit excité. D'où l'importance de créer un contexte qui alimente le plaisir, en fait, qui crée du plaisir puis qui va alimenter les désirs sexuels. Donc, ça se peut que certaines aient travaillé plus fort pour amener plus de libido, mais quand on se connaît puis qu'on essaie différentes choses, après ça, c'est plus facile. Donc, c'est important juste de respecter où on se trouve puis qu'on est toutes normales là-dedans. Exact. Il n'y a pas juste une façon de faire, alors qu'on a souvent appris une façon de faire. Fait que c'est vraiment intéressant. Et là, tu as dit le mot alimenter plusieurs fois. Fait que je me suis dit, je vais commencer à parler d'alimentation intuitive parce que ça va vite le temps. Puis, on pourrait, je suis sûre, parler pendant des heures, toi puis moi. Fait que là, on va parler d'alimentation intuitive. Ça, c'est, je te dirais, un sujet qui m'intéresse beaucoup en plus ces temps-ci, parce que moi, c'est comme quelque chose que j'ai fait beaucoup dans la dernière année. Ben, prendre soin plus de moi, m'entraîner, faire mon exercice. Je me trouve vraiment, je suis fière de moi, de tout ce que j'ai fait par rapport à ça. Maintenant, j'écoute mon corps. Des fois, je fais de la danse avec les éléments. Des fois, c'est de l'exercice très Tabata, HIIT. Puis j'aime les deux. Je trouve que les deux viennent remplir un besoin. Et là où je suis rendue dans ma vie, c'est maintenant l'alimentation. On dirait que je le sais, que je mange bien parce que j'essaie de manger des légumes, mais j'ai pas de plaisir tant que ça parce que comment je pourrais l'expliquer, c'est que j'ai encore certaines culpabilités de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, parce que dans la société, dans les régimes, dans les diètes, c'est mange pas de sucre, fais pas ci, fais pas ça. Fait qu'on dirait que je suis encore dans une espèce d'inconfort par rapport à l'alimentation. Puis que des fois, c'est comme, OK, je m'accorde le droit de, mais là, j'ai plus le droit de. Donc, dis-moi, c'est quoi qui est différent avec l'approche de l'alimentation intuitive si on compare aux diètes traditionnelles, mettons? C'est un sujet vraiment intéressant. Mais encore là, tu sais, on parlait de la sexualité puis de rester dans notre mental et tout ça, mais c'est la même chose pour l'alimentation, je trouve. C'est que souvent, on apprend à manger avec notre tête. Il y a tellement d'informations qui existent sur le sujet, puis il y a tellement de différents types de diètes que souvent, on va être tendance à aller chercher des réponses à l'extérieur. Puis oui, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, puis c'est important aussi de prendre en considération la science, mais des fois, on vient qu'à être perdu là-dedans, puis à plus savoir ce que notre corps a besoin. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment les choses principales que j'enseigne en alimentation holistique, c'est qu'il n'y a pas une diète qui fonctionne pour tout le monde, ni pour une personne toute sa vie. Donc, ce qui va fonctionner pour moi aujourd'hui, ma façon de manger, ne va pas nécessairement fonctionner pour toi, Stéphanie, ou ne va pas nécessairement fonctionner pour moi dans 10 ans. Donc, on ne peut pas chercher la meilleure façon de manger, puis c'est réglé. Maintenant, je mange ça, puis je vais manger cette façon-là toute ma vie. Pourquoi? Parce que nos besoins changent. Nos besoins, on change constamment, notre façon de vivre change, notre routine, notre niveau de stress change, notre niveau d'activité physique, nos émotions. C'est important, comme on est des personnes qui vont être fluides, on parlait d'eau tantôt, que notre alimentation fluctue aussi avec ça. Même par rapport à notre cycle menstruel, pour les femmes, l'alimentation devrait varier selon les différentes phases parce que les besoins sont différents. Donc, c'est bien d'aller, oui, lire là-dessus puis s'éduquer, mais ça revient toujours à revenir dans le corps puis arrêter de juste essayer d'intellectualiser la façon de manger parce que quand on l'intellectualise, ça enlève aussi beaucoup de plaisir. Puis il y a souvent des personnes qui m'approchent puis qui me disent « Oh, je sais plus quoi manger, je suis perdue, dis-moi quoi manger. Je peux te donner des outils pour t'aider à trouver ce que tu dois manger, mais souvent, ça va. C'est toi la meilleure personne pour le savoir, en fait. Donc, ce que j'amène les gens à faire, c'est de se ramener dans leur corps et d'écouter leurs besoins. Ça prend beaucoup, beaucoup d'auto-observation. Souvent, j'amène les gens à faire des journaux alimentaires. Donc, un journal alimentaire pendant une semaine, observer comment ils se sentent avant de manger, qu'est-ce qu'ils ont mangé, comment ils se sentent après. Observer ce qu'ils ont le goût de manger.
souvent, ça va être un indicateur. Puis essayer de faire la différence entre si j'ai un craving de quelque chose, est-ce que c'est parce que mon corps a besoin de cette chose-là ou parce qu'il y a un déséquilibre sous-jacent dans mon corps? Donc, si j'ai un craving de sac de chips et des vinaigres, OK, ça, c'est coupable, ta sorte de chip préférée, ouais, c'est ça. coupable. Est-ce que c'est parce que mon corps a vraiment besoin d'un sac de chips et des vinaigres? Probablement pas. Mais mon corps a peut-être besoin de la saveur salée ou mon corps a peut-être besoin d'une énergie de contraction. Là, ça revient à des principes un peu plus complexes, mais de comprendre que à l'alimentation, tout est énergie. Puis souvent, quand on est dans des extrêmes, comme l'énergie fonctionne comme un pendule, notre corps veut nous ramener en équilibre, en homéostasie. Puis la seule façon de passer d'un extrême à l'homéostasie, c'est d'aller à l'autre extrême. Donc, si j'ai passé ma journée, par exemple, à manger des salades crues, des smoothies, des fruits, ce qui peut arriver ici quand il fait 35 dehors, c'est une énergie beaucoup dans l'expansion, dans l'ouverture. C'est souvent quand on fait des retraites spirituelles, on est très dans le cru, dans le smoothie. Ça amène vraiment en ouverture. Et ça peut créer une espèce d'éparpillement puis un déséquilibre dans le corps parce que c'est extrême. Le corps va me dire ce qu'il a besoin. Donc, c'est ça l'alimentation intuitive. Donc, le corps, il va me dire, attends, t'es trop en expansion, t'es trop éparpillé. Ça peut faire ça avec le cacao aussi, si on en prend trop. Donc, le craving de sac de chips et des vinaigres, c'est comme l'extrême pour me ramener un petit peu plus groundé. C'est Mais, correct d'en manger, tu sais. oui, mais en même temps, quand je comprends pourquoi j'ai ça, je peux avoir le choix après de dire, OK, je vais en manger avec plaisir et non avec culpabilité. Parce Mhm. qu'encore là, l'énergie de l'émotion va beaucoup changer. Donc, si je le mange avec culpabilité, c'est sûr que je me sentirai pas bien après. Si je le mange avec plaisir, ça fonctionne beaucoup mieux dans le corps. Mais aussi, on peut faire le choix de dire, OK, si ce que j'ai besoin, c'est une énergie plus pour me grounder ou de saler ou de contraction, ben, je peux décider de faire des pommes de terre bouillies, des légumes racines rôtis au four. Donc, il y a toujours le choix. Donc, de comprendre pourquoi j'ai besoin, j'ai un craving. Tu sais. Si j'ai un craving de crème glacée, pourquoi j'ai ça? Donc, c'est des choses que Ouais. j'enseigne beaucoup aux femmes avec qui je travaille, c'est de leur faire comprendre les propriétés énergétiques des aliments et d'où viennent les cravings ou les binging qu'on expérimente, puis de juste observer nos comportements. Puis ce que j'essaie d'enseigner toujours, c'est de se tenir loin des extrêmes. Donc souvent, les diètes amènent dans les extrêmes. Donc, il faudrait manger tous cru, il faudrait tous manger paléo, tous manger, peu importe. Là. Mes mythes, c'est souvent dans se retenir de manger certains types d'aliments. Puis ça aussi, quand on est en privation, ben, ça crée du stress encore aussi. Mais je pense que ça crée aussi une forme de trauma. Tu sais, dans le sens qu'à un Ouais. moment donné, tu te mets à stresser devant certains types d'aliments. Tu sais, j'en ai rencontré des femmes, moi, je suis pas dans le même domaine que toi, mais j'en ai rencontré des femmes qui en ont fait des diètes à répétition, puis ils ont plus de plaisir. Tu sais, ils ont perdu ça comme si ça c'est mauvais, ça c'est pas mauvais. Alors que, selon moi, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Tout dépend de l'intention, tu sais, du moment, du dosage. Parce que ça aussi, tu sais, on parle de culpabilité, mais quand tu as un bon dosage, moi, c'est ça. Là, tu me fais penser à ça. Là, je me sens coupable en ce moment. Au moment où je te parle, c'est pas que je mange si mal que ça, mais je mange pas comme je voudrais parce qu'on est arrivé, ben là, c'est de voyage, puis tout est allé vite, on n'a pas fait l'épicerie comme on voulait. Donc, on prend ce qu'il y a dans l'armoire, tout ça, puis c'est pas intuitif. C'est vraiment ce qu'il y a là. Donc, c'est comme là, je me mets de la pression. Là, je me mets la pression. Vite, il faut que tu retombes dans ta routine. Go! Tu sais? Et c'est pas mieux. C'est pas mieux. Puis là, quand je suis dans ma routine, là, je me sens bien de manger du chocolat si je veux, de la Mhm. crème glacée si je veux, puis là, des Mhm. légumes. C'est juste que il y a un temps de préparation qui est nécessaire, puis se créer de l'espace aussi pour pouvoir faire ces Mhm. choix-là, je pense. Tu sais, c'est pas juste OK, j'écoute mon corps, mais je dois le préparer aussi. Tu sais, je dois Mhm. préparer quelque chose, tu sais, surtout pour les femmes qui sont entrepreneurs puis qui ont des rythmes de vie où je m'occupe des enfants, je m'en vais travailler, je m'en vais là. Ça demande une préparation quand même, tu sais. Ouais. Mm. Ouais. Puis c'est vraiment une question d'équilibre. Ça, tu sais, il faut pas être trop extrême. Puis j'ai aimé que tu parles de ça, tu sais, puis du contrôle des diètes, puis des fois, ça crée du stress de la peur parce que je suis le meilleur exemple pour ça, j'ai la maladie cœliaque, donc c'est-à-dire que je peux pas manger de gluten ni de traces de gluten. Du moins, c'est ce qu'on m'a enseigné il y a 12 ans quand j'ai été diagnostiquée. Puis ça crée beaucoup de trauma, comme tu l'as nommé, dans le corps, de voir le gluten comme un poison, tu sais.
Donc, moi, c'était vraiment un diagnostic médical. Donc, ça crée beaucoup de stress. Puis, au début, je focusais beaucoup sur ce que je pouvais pas manger. Ça, c'est constamment perpétuer le stress. Donc, là, je suis arrivée à créer un style de vie qui est plus dans... J'ai oublié que le gluten existait. Puis, voici toutes les belles choses que je peux manger. Donc, je pense que c'est comme ça que je suis tombée dans le plaisir parce que pour régler le trauma, souvent, il faut aller explorer le plaisir. Il faut aller explorer les émotions qui sont derrière ça. Donc, pour moi, ça a été, en fait, le début de mon parcours d'alimentation est venu de ce diagnostic-là, qui était beaucoup trop, tu sais, c'est une diète très, très rigide, en fait. Oui, exact. Mais des fois, je pense qu'on a besoin, en tout cas, moi, je suis faite comme ça, d'aller dans les extrêmes pour retrouver l'harmonie puis l'équilibre. Là, moi, je suis dans un léger extrême, mais je le sais. Je le sais, puis c'est correct. Je l'accepte parce que ça arrive, mais après, je le sais que je vais retomber dans mon harmonie. Hmm. Des fois, j'ai besoin d'aller explorer ça pour me rappeler à quel point je suis bien dans mon harmonie. Il y a ça aussi, là, tu sais. Ouais. Oui, tellement. Puis merci de nommer ça parce que c'est naturel d'aller dans les extrêmes. L'important, c'est juste d'en prendre conscience. Puis de pas se juger, puis l'accepter, puis de faire, OK, ben, je suis allée là aujourd'hui. C'est comme au niveau émotionnel, d'aller dans des émotions extrêmes, c'est naturel, puis ça, c'est ça, être en vie. Puis l'idée, c'est toujours amener de la conscience, puis de l'auto-observation dans tout ce qu'on fait. Puis c'est comme ça qu'on peut, après ça, se connaître mieux. Ouais, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, il y a un retour aussi à la source que je pense qui peut vraiment nous aider. On parlait de jungle au début du podcast. C'est sûr que moi, j'ai trouvé ça plus facile quand j'étais au Costa Rica de bien manger parce que j'achetais mes produits, tu sais, mes fruits sur le bord de la route. J'allais chercher tu sais, c'est des fruits qui viennent de l'arbre. Tu en as tu sais, autour de toi. Cette espèce de connexion-là avec la nature. J'ai le goût de manger des mangues, j'ai le goût de manger, tu sais, la laitue, j'ai goût de prendre tout ce qu'il y a dans la nature. Puis on dirait que j'ai une conscience dans la cuisine quand je le fais. Je suis comme, waouh, ça vient de la terre. Alors que des fois, quand tu arrives à l'épicerie, tu fais ta liste, il y a comme. Il y a comme quelque chose que je trouve, moi, personnellement, moins excitant. C'est mon grand désir de plaisir, là, je pense. Il y a quelque chose que je trouve peut-être un peu moins excitant, mais il y a moyen de le rendre aussi le fun dans un quotidien aussi comme ça, tu sais. Euh, fait que là, cet été, je vais avoir des poules. Ça va m'amener à aller chercher les œufs chaque matin. Puis là, je vais les manger avec conscience. Je vais faire des recettes. Mais tu sais, façon de parler, mais des jardins, ces choses-là, retour à la source, ça peut nous aider dans l'alimentation intuitive. J'imagine que tu en parles aussi. Ouais. Clairement. Ben, c'est sûr que d'être connecté avec la source où on trouve les produits, ça aide. Puis aussi, tu sais, tu nommais un exemple, le fait que c'était peut-être plus facile pour toi au Costa Rica de bien manger, c'est que tu étais peut-être aussi dans une énergie plus détendue, plus heureuse, ou je sais pas, tu sais, il y a beaucoup un lien avec notre état émotif, énergétique. Donc, souvent, on vient utiliser les aliments pour compenser une certaine type d'émotion. Si on est en colère, triste, fâché ou tout ça, ça se peut qu'on vienne à utiliser l'alimentation pour venir étouffer l'émotion. Donc, des fois, de prendre conscience de ça aussi, puis on le fait tout le Ouais. monde le fait. Euh, c'est pas mal, mais c'est de voir, OK, mais si je choisis tel aliment parce que je suis dans un ennui mortel en ce moment, puis ça me prend un petit buzz, ben de prendre conscience de l'ennui puis d'adresser l'ennui. Donc, l'aliment va juste y répondre quelques instants, mais l'émotion sous-jacente demeure là. Donc, des fois, l'alimentation puis nos choix alimentaires peuvent juste nous allumer puis nous donner des pistes sur notre état émotif en dessous qu'on n'est pas habitué d'écouter. Puis après ça, de l'adresser d'une autre façon pour qu'on adresse la source même. Je me souviens de quelque chose quand j'ai commencé en coaching, j'avais mon bureau à la maison, puis j'avais une de mes clientes. Dans ce temps-là, je faisais plus du coaching, plus personnel, objectif. Puis elle, sa problématique, c'était beaucoup au niveau justement, elle avait pris beaucoup de poids depuis sa séparation. Fait que là, on est allé voir c'était quoi l'intention positive de manger des chips, puis l'intention positive, parce qu'il y a quelque chose de positif envers elle-même. Puis ce qu'on a découvert avec le coaching, c'est que dans le fond, elle se sentait seule depuis sa séparation, fait que ça venait combler ce besoin-là. Puis à partir de ce moment-là qu'on l'a travaillé, elle a arrêté de manger des chips. Fait que Mhm. c'est pas mauvais de manger des chips entre parenthèses. Tu sais, moi, je me souviens, moi, en arrivant à mon chef, j'ai dit, on mange une poutine en arrivant. Genre, c'est clair, c'est cédulé. Tu sais, c'était comme, ça nous tente. Mais quand tu le fais tout le temps de manière répétitive pour, comme, cacher l'émotion, ben, c'est là que ça peut devenir problématique, tu sais.
C'est bon, des chips, là. Hey, c'est bon, on n'arrête pas de parler C'est de chips. bizarre le matin. Chips et cacao. Ouais, ça, c'est deux belles polarités d'ailleurs. Mais effectivement, tu sais, c'est la beauté de ça, de cette habitude-là, c'est de voir, d'essayer de voir le message derrière, le message que ça nous envoie. Chaque habitude qu'on a, puis c'est pas juste en alimentation, mais en tout, nous montre quelque chose qu'on a en nous, tu sais. Donc là, justement, c'est un bel exemple de cette cliente-là, puis qui a été adressé le problème à la source, tu sais. Puis après, ben, c'est continuer à manger les chips par plaisir, c'est autre chose, hein. Exact. Ouais. Ah ben merci beaucoup. En fait, on pourrait parler encore, là, je regarde là, je suis comme OK, là. Si je passe sur un autre sujet, on est parti encore pour un bon 20 minutes. Donc, je pense on a fait le tour. On n'aura jamais fait le tour parce qu'il y a tout le temps quelque chose à parler, mais on a pu quand même parler de cacao, de sensualité, de retour aux sources d'alimentation intuitive. Puis, je sais que tu as une belle formation en ce moment où est-ce que tu vas mélanger un peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Fait que si tu veux en parler en terminant, ça serait super. Moi, ça fait une couple de fois que je me dis, je savais d'apprendre, je savais d'apprendre. C'est sûr, je vais l'apprendre un jour, ça, c'est sûr, parce que ça m'interpelle au bout. Fait que donne-nous des informations là-dessus. Oui, merci d'en parler, Stéphanie. Ça s'appelle l'expérience Blossom que j'offre en français et en anglais à partir du mois de juin. C'est une expérience de 3 mois, en fait 12 semaines. Il y a 9 rencontres avec des semaines d'intégration à travers où j'invite vraiment les femmes, donc c'est pour femmes, à venir reconnecter avec leur corps, à sortir de leur tête. Puis j'utilise vraiment les outils de l'alimentation holistique, l'alimentation intuitive, de la sexualité sacrée, du plaisir, même du cacao pour venir explorer différents thèmes. Donc ça commence plus soft, disons, plus tranquille. On met vraiment les bases, les fondations. On parle d'habitudes alimentaires. Je parlais tantôt d'énergie des aliments, des cravings, des binging, de comprendre nos comportements alimentaires. On passe ensuite à nos hormones, comprendre le lien entre le stress, notre cycle menstruel, le taux de sucre dans le sang, notre équilibre général. Pour ensuite aller vers vraiment le cycle menstruel, l'aspect sacré. On rentre dans la sexualité sacrée après le désir. On va ensuite rentrer dans les émotions, comment libérer les émotions, comment les vivre. On va faire des pratiques de self-pleasure, de sex magic. Puis ça termine avec un rituel un souper sensuel guidé. Donc tout ça est en ligne, mais l'énergie passe vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on a eu une cérémonie, une expérience de cacao en ligne jumelée avec, disons, de l'art-thérapie, de la créativité libre, un mouvement intuitif. Puis j'ai vraiment vu un impact sur les femmes, là. Ils ont partagé que dans la semaine, ils ont vraiment senti l'énergie de créativité s'installer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener plein d'outils dans la vie des femmes pour qu'elles amènent des changements dans leur vie, dans la mesure de leurs désirs, de leurs besoins, de leurs limites. Donc, c'est un container pour vraiment explorer, faire des rencontres. Puis, le programme inclut du cacao, entre autres, une session one-on-one avec moi, puis plein de choses magiques. Donc, oui, il y a des contenus que j'enseigne, mais il y a beaucoup d'expériences à appliquer dans le corps. Merci beaucoup. Puis où est-ce qu'on peut trouver ça? On peut te suivre, entre autres, sur Instagram. Dis-moi où est-ce que tu préfères qu'on aille voir tout ça? Oui, ben sur Instagram, tout est là. Donc, Josiane avec un N, point marquis. Puis, toutes les informations. Il y a aussi mon site web, Josiane, un N encore, marquis.com, expérience Blossom. Donc, écrivez-moi si vous avez des questions. Puis je vais mettre les liens, en fait, dans les notes du podcast. Donc, merci beaucoup, Josiane. Vraiment. Moi, en fait, j'ai découvert sur Instagram, puis c'est toi qui m'as donné envie d'aller à Puerto Viejo. Puis finalement, je suis tombée en amour avec la place. Fait que j'ai bien fait de te suivre sur Instagram. Il n'y a pas de hasard dans Non, la vie. c'est ça, exact. Il n'y a pas de hasard. Puis aller voir ces photos qui donnent toujours faim, en fait. Tes photos donnent faim. On a le goût de boire du cacao. On a le goût de manger quand on regarde tes photos. Puis on se sent bien parce qu'on se dit, ah, ben, je vais bien manger. Fait que merci beaucoup. Puis, mais merci d'avoir été là aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de jaser à chaque fois. Merci Stéphanie, c'est une super belle rencontre encore, puis on va se recroiser probablement en Costa Rica bientôt. Oui, merci. Merci.